C'est parti. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce quatrième webinaire du projet Entraide et crise. Ce webinaire traitera aujourd'hui de l'entraide au Soudan en temps de guerre, dynamique, locale, diasporique et internationale. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un très beau panel qui comprend plusieurs personnes, hein, à savoir à commencer par Marie Bassi, qui est coordinatrice du CEDEJ à Khartoum. Elle est également enseignante et chercheuse à l'Université Côte d'Azur Nice. Nous aurons avec nous aujourd'hui aussi Alice Franck, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1 Sorbonne, au laboratoire Prodigue. Il y aura depuis les États-Unis Sarah El Hassan qui pourra aussi nous parler qui va nous parler en tant que freelance writer. Il y a avec nous Hindel Tahir qui est fondatrice et présidente de l'association Un Euro pour le Soudan. Yvan Deray, travailleur humanitaire et qui témoignera aussi de ce qui s'est passé, enfin de la vision depuis cet angle-là. J'ajoute aussi, bien sûr, Véronique de Geoffroy, directrice générale du groupe URD, qui, dès que j'aurai fini mon explication, vous présentera le projet. Je suis moi-même Nadine Baguet, je suis associée au projet Entraide et Crise et je modérerai cette session aujourd'hui. Avant que nous lancions, je veux juste vous donner quelques règles pour un fonctionnement qui sera un peu plus simple. Nous avons donc aujourd'hui un webinaire en deux langues, donc il y a quelques règles pour que ça fonctionne un petit peu plus facilement. La première chose, vous pouvez donc avoir le webinaire en anglais. Et je vais donc vous proposer d'aller sur tout en bas le rond avec trois points tout à fait à droite de l'offre, allez sur le globe et vous trouverez là une option d'interprétation en anglais ou en français. Je vous propose de choisir celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez également avoir des sous-titres, hein, si vous souhaitez obtenir les sous-titres du webinaire en ce moment. Un autre élément concerne des questions-réponses. Toutes les questions seront conservées pour la fin et je vous propose de les poser dans le cadre de ces Q&A où vous pouvez les poser par écrit de façon à ce que nous puissions les regrouper à la fin. Voilà, on va essayer de respecter le temps au maximum parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire, mais on va essayer de laisser le plus de temps possible pour les questions-réponses à la fin. Dernier point, je voudrais saluer aujourd'hui la présence de plusieurs Soudanais au Caire qui suivent cette rencontre aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude ou de ceux qui sont réunis ici, suivent cette rencontre qui promet d'être passionnante. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. À toi l'antenne, hein, pour nous parler du projet. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et tous pour cet échange et merci beaucoup à nos intervenants et partenaires, notamment le CEDEJ qui nous a aidés à organiser et à trouver les intervenants. C'est un plaisir de pouvoir partager du coup cette conversation avec vous participants. Quelques mots sur le projet Entraide et Crise. Donc, c'est un projet qui a déjà démarré depuis un an et demi et qui durera jusqu'à 2027, donc qui est porté par le groupe URD, mais en partenariat avec de nombreux organismes, des organismes de recherche, des acteurs des secours à l'international ou au niveau national, des collectivités territoriales aussi en France, sur ce sujet qui nous rassemble de la mobilisation citoyenne et spontanée, de l'entraide spontanée en temps de crise. Donc, on a des travaux de recherche opérationnelle dont je vais vous parler un tout petit peu et des activités de diffusion qui viendront dans un second temps. Et on s'adresse à la fois aux individus qui sont intéressés
par les capacités effectivement individuelles, collectives au niveau des quartiers ou de différents groupes de se mobiliser en temps de crise, qui l'ont expérimenté ou qui se posent des questions. Mais aussi, on s'adresse aux professionnels des secours à l'international et au niveau national ici en France. Et notre objectif final, hein, c'est de renforcer l'entraide et l'auto-organisation entre personnes touchées par une crise avant même l'arrivée des secours et d'améliorer aussi l'articulation avec la première ligne des secours. Donc, vous voyez sur la slide qui est assez fournie, six couvertures de rapports. Ce sont des études de cas qu'on est allé mener sur le terrain dans différents contextes et qu'on a commencé à diffuser. Il y a déjà l'étude de cas sur le Tchad avec la mobilisation citoyenne à N'Djamena des habitants de certains quartiers face aux menaces d'inondation et la crue du fleuve. Il y a l'étude de cas Australie qui est sortie. Et prochainement, il y aura différentes études de cas sur une tempête qui a touché une vallée dans les Alpes au sud-est de la France, la vallée de la Roya. Une étude de cas sur l'accueil des réfugiés dans le Briançonnais, avec les mobilisations citoyennes sur ces problématiques-là. Il y a une étude de cas sur le contexte de la Réunion, avec les mobilisations en amont et en aval des cyclones, des épisodes cycloniques, et une étude de cas sur la mobilisation des volontaires et des citoyens en Ukraine. Et effectivement, on est là dans une phase du coup de publication, mais aussi d'analyse transversale de ce qu'on peut retirer de ces différentes études de cas sur le sujet qui nous intéresse. Et pour compléter et nourrir nos réflexions, on a proposé cette série de 6 webinaires. Comme disait Nadine, on est à mi-chemin de notre série de webinaires pour éclairer soit des contextes qu'on n'avait pas pu retenir et pourtant vraiment le Soudan, Alice en est témoin, on a beaucoup hésité, on a eu envie de faire vraiment une étude de cas sur le Soudan et on a été un peu retenu par les questions de sécurité que vous êtes nombreux à connaître en première ligne. Mais du coup, on a voulu donner une place particulière au Soudan dans ce cycle de webinaires. On a aussi fait un webinaire sur Valence, effectivement, sur la mobilisation citoyenne suite aux inondations, sur la question de la santé mentale. Voilà, il y avait des sujets qui nous semblaient importants et on n'avait pas pu tout couvrir à travers nos études de cas. Donc, euh, la santé mentale, les politiques publiques, comment les politiques publiques de préparation et de mobilisation en cas de crise peuvent soutenir ou pas, d'ailleurs, la mobilisation citoyenne dans les secours. Une étude de cas sur le Japon, qui a une culture du risque, une expérience des catastrophes, qui du coup l'a amené à développer des approches très intéressantes. Et la question du genre dans l'entraide, dans les crises. Et donc, en effet, je vois la question qui est posée. Tous ces webinaires, en fait, sont disponibles sur le site du groupe URD. Ils ont été, euh, comme celui-ci d'ailleurs, enregistrés et mis à disposition. Donc, vous pouvez retrouver euh, les replays des webinaires sur le site du groupe URD. Et je crois qu'on va vous envoyer de toute façon ce PowerPoint. Donc, vous aurez euh, les liens directs pour aller les consulter. Voilà, prochaine slide, juste avant de donner la parole à nos invités qui ont vraiment plus de connaissances sur le cas particulier qui vous intéresse, qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de rentrer là-dedans, peut-être juste de dire, voilà, l'entraide, qu'est-ce qu'on entend par ça? Bon, c'est l'idée de s'aider, mais dans l'aide, il peut y avoir un surplomb de la main qui donne et la main qui reçoit. Dans l'entraide, il y a un soutien mutuel, une notion de réciprocité, alors qui est indirecte ou directe, qui est concrète ou qui est parfois symbolique, mais en tout cas, il y a une possibilité et du coup une force, je dirais, horizontale qui est convergente et qui notamment se réveille en temps de crise, parce que quand il y a une crise ou une adversité, c'est un phénomène du coup qui est documenté
Et il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont documenté les comportements individuels en temps de crise et qui effectivement convergent tous pour dire qu'il y a, contrairement peut-être à des idées reçues, en temps de difficulté, une remobilisation des comportements prosociaux pour notamment lutter ensemble contre une adversité, et que c'est une force qui est très puissante en temps de crise, et que c'est à la fois ça a été documenté, mais c'est souvent invisibilisé, et notamment dans certaines crises où les médias du coup vont plutôt mettre le coup de projecteur sur l'aide institutionnelle et arriver souvent un peu tard. Du coup, toute cette phase de la première réponse spontanée, informelle, elle est peu connue, peu documentée. Or, l'intuition qu'on a à travers ce projet, c'est que c'est une force extrêmement puissante à mieux comprendre et surtout réfléchir les interfaces parce qu'elles sont pas évidentes, elles se font pas naturellement. Je dirais même au contraire, si vous êtes intéressé par les études de cas, de voir qu'il y a l'interface est souvent plutôt problématique à différentes échelles et dans différents contextes étudiés. Mais donc voilà, le sujet qui nous intéresse, c'est cette force horizontale convergente qui permet aux individus de se réunir pour faire face à une adversité. Et donc, en temps de crise, c'est une force puissante. Et je m'arrêterai là et je vais passer du coup la parole à Marie pour rentrer dans le sujet qui nous intéresse et le contexte du Soudan. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Il y a tous les organisateurs, organisatrices de ce webinaire. Euh, alors, moi, je pars donc depuis le Caire. Je suis coordinatrice du CEDEJ Khartoum et comme le disait tout à l'heure Nadine, je suis dans une autre salle, mais il y a pas mal de chercheurs et d'étudiants soudanais qui assistent directement juste à côté de moi au webinaire et je suis très contente que tout le monde soit là. Alors moi, je vais juste essayer de poser le contexte un petit peu de la guerre au Soudan et donner quelques chiffres sur la situation humanitaire. Et je vais essayer de faire ça assez brièvement. Alors, en avril 2025, on aurait aimé célébrer le 6e anniversaire de la révolution soudanaise qui a débuté fin 2018 et qui aboutit le 12 avril 2019 à la chute du dictateur Omar el-Béchir à la tête d'un régime militaro-islamiste depuis 30 ans. Malheureusement, avril a marqué le 2e anniversaire de la guerre. Parce que, comme vous le savez, le 15 avril, les premiers affrontements éclatent en plein cœur de la capitale soudanaise entre les forces armées soudanaises et un puissant groupe paramilitaire appelé les forces de soutien rapide. Les FAS, les forces armées soudanaises, sont donc sous les ordres du général Abdel Fattah al-Burhan, à droite de la photo. Il s'agit de l'armée régulière qui gouverne le Soudan de manière presque ininterrompue depuis l'indépendance du pays en 1956. Et les forces de soutien rapide, dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo, souvent appelé Hemeti, est un groupe paramilitaire dont la majorité des troupes et surtout les chefs sont issus de tribus arabes de l'ouest du Soudan au Darfour. Alors la guerre, elle s'étend rapidement à la majorité du pays, en particulier dans les régions du Darfour, du Kordofan, de la Djazira, du Nil Blanc. Au début, l'armée subit d'importants revers et elle se retranche dans quelques bases militaires de Khartoum et aussi à l'est du pays, notamment à Port-Soudan, où est de facto installé le gouvernement officiel puisque l'armée se présente comme l'autorité légitime du pays. Le rapport de force s'inverse à partir de l'automne 2024 puisque l'armée se lance à la reconquête de plusieurs zones, notamment la frontière éthiopienne, à la région fertile de la Jazira. Puis en mars 2025, l'armée reprend le contrôle de Khartoum, notamment de l'aéroport et du palais présidentiel. Donc là, c'est une carte qui vous donne un peu l'état des forces actuellement. Alors cette reprise en main assez récente marque un tournant puisque c'est une victoire symbolique et aussi une victoire tactique sur un plan militaire. C'est un tournant qui entraîne des scènes de liesse au Soudan, notamment à Khartoum, à Port-Soudan, mais aussi dans les pays voisins où on fuit des millions de Soudanais. Et elle entraîne aussi un retour au pays, notamment depuis l'Égypte, et de personnes déplacées vers différentes zones, Jazira, Khartoum. Ces célébrations ont néanmoins un goût amer puisque les Soudanais se retrouvent en fait contraints
de soutenir leur ancien ennemi, hein, puisqu'en effet, une grande partie des Soudanais ont aujourd'hui choisi le camp de l'armée peu par défaut, parce que parmi eux, nombreux étaient des opposants au régime militaire antérieur et que la révolution de 2019 réclamait entre autres un pouvoir civil. En outre, ce tournant ne marque pas la fin de la guerre, hein, puisque la guerre continue de faire rage dans plusieurs régions, notamment au Kordofan, au Darfour. Darfour qui est une région aussi grande que la France et qui constitue le fief historique des RSF, qu'ils contrôlent aujourd'hui presque totalement, puisque seule la ville d'Al-Fasher leur échappe encore. Et le 13 avril, hein, il y a une dizaine de jours, les RSF ont attaqué le camp de réfugiés de Zamzam à une dizaine de kilomètres de Fasher, qui abritait au moins 5 ou 600 000 personnes déplacées et commettent depuis des massacres de masse, cibler les hôpitaux, les marchés, les infrastructures vitales, ce qui entraîne de nouveaux déplacements massifs vers les villes alentours, bien plus élevés que les chiffres qui sont donnés sur cette carte. Donc le Darfour, qui était déjà avant la guerre très démuni en matière d'infrastructures notamment, se retrouve aujourd'hui dans une situation humanitaire catastrophique. Certains évoquent même aujourd'hui un risque de partition du pays, puisque les RSF risquent de contrôler l'entièreté du Darfour et avancent leur pion sur la scène politique grâce à des liens privilégiés avec certains États et à des alliances aussi avec des chefs de guerre locaux, notamment au Kordofan du Sud. En outre, des exécutions sommaires continuent d'être perpétrées par les deux camps contre des civils suspectés d'appartenir à des ethnies favorisant l'ennemi. À Khartoum ou à Gezira, par exemple, les Darfouris sont souvent suspectés d'être des chevaux de Troie des RSF arrêtés ou exécutés. Mais aussi, la prolifération des armes et la multiplication des groupes armés mettent à mal l'espoir d'une paix proche. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un conflit, hein. L'histoire du Soudan est malheureusement marquée par une multitude de guerres, de conflits, hein, entre le nord et le sud du pays. La guerre au Darfour depuis 2003, le conflit au Kordofan. Mais les conflits dans ces périphéries ne se sont jamais vraiment exportés dans la capitale. Et donc, la guerre de 2023, elle se distingue notamment par le fait que pour la première fois, Khartoum est directement affectée au cœur de la guerre. Ce conflit se distingue aussi par l'ampleur des destructions des infrastructures, hein. Il y a beaucoup de vidéos et de photos qui circulent sur les destructions, mais aussi destruction du patrimoine culturel avec le pillage de nombreux musées, la destruction des archives nationales par exemple, mais aussi le nombre massif de déplacés internes et internationaux. Enfin, c'est peut-être la première fois qu'autant de puissances étrangères sont directement impliquées dans le conflit. Donc, pour donner quelques chiffres, hein, qui sont vraiment pas joyeux, il y a au moins 150 000 morts depuis 2023 qui sont causés par des bombardements aériens indiscriminés qui ont touché de nombreux civils, par des exécutions sommaires, hein, de civils supposés appartenir à l'un ou l'autre des deux camps, des campagnes de nettoyage ethnique, notamment au Darfour, dans la Jazira, où au Darfour, les RSF ont notamment mené une stratégie de la terre brûlée avec des pillages systématiques, des viols et les images des charniers à Djenéina où plus de 15 000 personnes ont été massacrées en avril 2024 sont vraiment insoutenables, mais aussi des morts causées par la famine, l'inaccessibilité aux soins. On estime que près de la moitié des 50 millions de Soudanais sont aujourd'hui au bord de la famine. S'ajoute à cela l'utilisation systématique très largement répandue du viol comme arme de guerre. Et là, vous avez la carte de l'ampleur des déplacements. Depuis le début de la guerre, les Nations Unies estiment que près de 3,9 millions de personnes ont rejoint, de Soudanais en grande majorité, ont rejoint les pays voisins, en majorité en Égypte, hein, avec plus d'1,5 million de personnes, au Soudan du Sud, au Tchad. En outre, en mars 2025, on comptait plus de 11 millions de déplacés internes, dont plus de 8,5 millions de déplacés depuis la guerre de 2023. Donc le Soudan est considéré aujourd'hui comme la crise humanitaire mondiale la plus grave, ou parmi les plus graves. Et cette réalité dramatique, elle contraste avec un silence politique et médiatique assourdissant. Les rares moments où les médias européens parlent du Soudan se comptent sur les doigts de la main, au tout début de la guerre ou à l'occasion des anniversaires de la guerre, les 15 avril, notamment 2024 et 2025, lors de la reprise de Khartoum. Mais les atrocités commises à Khartoum, dans la Jazira, au Darfour, sont très peu couvertes. Alors, je voudrais revenir très, très rapidement sur les racines du conflit, la mise en récit de cette guerre, hein. La mise en récit de la guerre actuelle, à la fois par les belligérants, mais aussi par de nombreux médias ou par des acteurs politiques, est souvent très simplificatrice, hein, ou essentialiste même. On parle d'une guerre entre deux généraux et souvent une vision ethnicisante de la guerre ou simplement une guerre de proxy. La réalité et les racines de cette guerre sont très complexes, comme bien souvent est liée à l'histoire des rapports de force entre des acteurs politiques et militaires ou des acteurs politico-militaires,
mais aussi à l'exploitation des ressources dans les périphéries du pays par le pouvoir central et leur gestion violente et militarisée. Pour comprendre la violence qui s'exerce depuis le 15 avril, il faut donc revenir sur le passé, et ça va au-delà d'une simple compétition entre deux généraux rivaux. Bien qu'il soit évidemment vrai qu'il s'agisse d'une guerre de pouvoir entre deux groupes pour l'accaparement de ressources d'un pays très riche en de nombreuses ressources naturelles, en or, en uranium, en terres arables, en bétail, en gomme arabique, et qui a aussi un accès à la mer Rouge long de 800 kilomètres. Alors, il faut quand même rappeler que cette guerre, elle oppose aujourd'hui deux acteurs armés qui sont issus du régime précédent et alliés de longue date, puisque les RSF sont issus de la stratégie d'externalisation dont je viens de parler, la stratégie d'externalisation de la violence par l'armée, qui ont systématiquement fait appel, depuis l'indépendance du pays, à différentes milices pour se prémunir des coups d'État et pour lutter contre les insurrections, les conflits dans différentes régions du Soudan, notamment au Darfour, au Kordofan et au sud du Soudan. Et parmi ces acteurs, sur lesquels l'armée s'est appuyée, les forces de soutien rapide, qui ne portaient pas le même nom il y a quelques années, puisqu'elles sont héritières en fait des Janjaweed qui se sont illustrées de manière sinistre par les massacres de 2003 au Darfour, qualifiés par la Cour pénale internationale de génocide. Et leur poids a grandi au fur et à mesure des années. Omar el-Béchir les a ensuite institutionnalisés, les a reconvertis en RSF en 2013, puis les a institutionnalisés en 2017, toujours dans la volonté de se prémunir d'un éventuel coup d'État ou de lutter contre les insurrections dans les régions périphériques. Et durant toutes ces années, les RSF se sont largement enrichis, à la fois par leur participation à la guerre au Yémen, où elles ont servi de supplétifs dans le conflit, mais aussi grâce au financement européen destiné à lutter contre l'immigration irrégulière en renforçant les contrôles aux frontières, mais aussi peut-être surtout à leur implantation dans des secteurs très rentables, et notamment l'or ou l'immobilier. La guerre se comprend donc en revenant à la période plus récente, assez ancienne, mais également dans une période plus récente, c'est-à-dire qu'il faut aussi regarder ce qui s'est passé durant le soulèvement révolutionnaire soudanais. La chute de Omar el-Béchir en avril 2019 avait débouché sur une période de transition démocratique au cours de laquelle l'alliance entre les deux généraux, Hemeti et Burhan, était clairement scellée. Alors théoriquement, il devait accompagner cette transition et rendre ensuite le pouvoir aux civils. En réalité, cette période a surtout contribué à les légitimer aux yeux de la communauté internationale en tant qu'interlocuteur valable, légitime, et en évinçant finalement les forces civiles, à la fois les partis politiques, mais aussi les acteurs non partisans, tels que les comités de résistance, fer de lance de la révolution, dont on va beaucoup reparler dans le webinaire, hein, car ils jouent aussi un rôle crucial aujourd'hui dans l'aide d'urgence. Alors, la transition démocratique, elle est interrompue par le coup d'État du 21 octobre 2021, qui destitue le gouvernement civil de transition et marque la reprise en main du pouvoir par l'armée et leurs alliés des forces de soutien rapide. Mais à ce moment-là, l'alliance entre les deux est fragile parce que leur rivalité pour le partage du pouvoir s'exacerbe jusqu'au conflit de 2023. Donc, si l'étincelle qui a fait exploser cette violence est liée au refus de l'armée de transférer le pouvoir aux civils et à l'incapacité des deux groupes de s'entendre sur l'intégration des forces de soutien rapide à l'armée régulière, qui avait en fait surtout pour objectif de soumettre les RSF à la hiérarchie militaire et donc de neutraliser les ambitions politiques de leur chef Hemeti, j'ai essayé de montrer très très brièvement que les racines de ce conflit se comprennent dans une plus longue durée et dans les conséquences de nombreux changements politiques de ces dernières années au Soudan. Alors pour terminer, quelques mots très rapides. On entend aussi souvent que c'est une guerre de proxy. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de puissances étrangères impliquées. Donc, bon, voilà, le Soudan, c'est un immense pays aux 7 frontières, 8 frontières si on compte celle de la mer Rouge, hein, qui est vraiment au carrefour de la Corne de l'Afrique, du Sahel, avec ses 800 kilomètres de côte sur la mer Rouge et donc cet accès à la mer et les ressources naturelles importantes que j'ai évoquées euh, tout à l'heure constituent la richesse du Soudan, mais attisent aussi la convoitise de plusieurs grandes puissances et alimentent ainsi l'économie de guerre. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais peut-être juste dire, pour terminer, 2 points, que la guerre, elle est aujourd'hui clairement alimentée par un complexe réseau d'alliances internationales où différents pays, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Ouganda, le Tchad, la Libye de Haftar, le Soudan du Sud, défendent leurs intérêts en apportant leur soutien direct, indirect à l'un ou l'autre des deux camps.
et qu'il y a vraiment une articulation des soutiens économiques, politiques et militaires qui a évidemment un impact sur l'accès de l'aide humanitaire et qui augmente le risque de déstabilisation régionale. Donc je m'arrête là et je laisse la parole à Alice, du coup, qui va aussi historiciser un peu la question de l'aide humanitaire au Soudan. Oui, alors bonjour, je prends la suite et je vais vous parler en fait de la géographie un peu différenciée de l'aide et de l'entraide au Soudan et revenir, comme Marie le disait, le mentionner sur le fait que c'est pas le premier conflit que connaît le Soudan, qui en a connu en fait presque sans discontinuer depuis son accession à l'indépendance en 1956. Donc, je ne vais pas revenir jusque-là, mais peut-être signaler, et il me semble important de signaler que du coup, la présence de l'aide internationale d'urgence est une constante au Soudan, d'autant plus que le pays avait été banni des fonds de développement peu après l'arrivée au pouvoir du régime islamiste d'Omar el-Béchir. Donc, le conflit du Darfour a marqué un tournant médiatique notamment en attirant une présence internationale importante. Et dans la première phase de ce conflit du Darfour, enfin, il y a un petit décalage entre le démarrage du Darfour, de la crise du Darfour en 2003 et l'arrivée des ONG, mais des ONG internationales. Mais on va dire que disons qu'entre 2004 et 2009, ce sont plus d'une centaine d'ONG internationales qui vont opérer dans la région, au Darfour, jusqu'à ce que l'accusation de génocide d'Omar el-Béchir et de certains membres du régime islamiste ne conduise le gouvernement soudanais à expulser un certain nombre d'ONG internationales qui vont ne revenir au Soudan, on va dire, que vers la mi-2010, au Darfour toujours, dont le conflit s'est poursuivi sur un mode plus sourd, on va dire, et puis aussi sur un nouveau terrain humanitaire dans la région de Guédaref, donc dans l'est du Soudan, en lien avec l'arrivée de réfugiés éthiopiens et du conflit dans ce pays. Donc ça m'amène à souligner finalement trois points qui participent aujourd'hui de la structuration actuelle de l'aide et de l'entraide au Soudan. Le premier point, c'est que d'une part, le gouvernement soudanais a toujours porté une attention particulière à contrôler les acteurs internationaux et étrangers sur son territoire, y compris les humanitaires. Et le HAC, bien connu, la Humanitarian Aid Commission, était un organe central de ce contrôle et pour les ONG internationales, entretenir de très bonnes relations et une exigence pour avoir accès aux populations vulnérables et pour avoir le droit, l'autorisation de travailler au Soudan. Depuis le démarrage de la guerre, les portions de territoire qui sont aujourd'hui sous contrôle SFR ont vu l'apparition d'une administration de type HAC contrôlée par les SFR, montrant que la question de pouvoir intervenir dans les deux espaces, sur les deux camps, dans les zones contrôlées par les deux camps, n'a pas toujours été une évidence et reste une question, montrant aussi que ce contrôle des étrangers, des ONG internationales, n'a pas disparu complètement avec la guerre. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est aussi que le déploiement finalement de ces forces internationales, de ces programmes d'aide internationale, ils ont été essentiellement situés dans des régions périphériques et même plus précisément au Darfour et à Guédaref, de manière peut-être plus marginale. Autrement dit, pour ces ONG internationales, finalement, le redéploiement de programmes d'aide avec le conflit en 2023 va être plus aisé dans les régions où ils étaient déjà présents. Alors que se déployer dans de nouvelles zones de combat comme la Gézira, Sénar ou Khartoum va être plus contraint. Du coup, l'accès des ONG internationales qui se dessine le plus rapidement, même si avec un temps de retard, avec ce conflit sur lequel Yvan Deré reviendra, va être plus aisé via le Tchad, pour le Darfour notamment. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est,
je reviens sur ce qu'a dit Marie, c'est que le fait que Khartoum soit touché va aussi avoir une conséquence sur la présence des internationaux en général et pas seulement sur l'aide. C'est-à-dire que s'il y avait uniquement les sièges des ONG internationales à Khartoum et non pas leur programme, on va dire que les combats vont d'abord toucher les quartiers aisés de la capitale et notamment ceux qui abritent, on va dire, les diplomates, journalistes internationaux. Ça va avoir pour conséquence que l'évacuation rapide de ces quartiers et de ces internationaux va laisser une ville de 6-7 millions d'habitants livrés à eux-mêmes pendant de très longs mois, voire pendant 2 années. Par ailleurs, l'infrastructure logistique du Soudan, depuis Port-Soudan, passe toute par Khartoum, toutes les routes passent par Khartoum, ce qui va encore considérablement compliquer les acheminements. Donc voilà, ça montre un peu aussi ce qui explique une géographie différenciée entre aide internationale et entraide, et on va voir comment ça maintenant ça s'articule avec l'entraide. Donc du côté de l'entraide mutuelle, je pense qu'il faut rappeler le lien extrêmement fort qui existe, Marie l'a dit, mais je le répète, entre la révolution de décembre 2018-2019, qui commence en 2018 et qui aboutit à la chute de Béchir en 2019, et le conflit actuel. Et de nombreux chercheurs considèrent aujourd'hui cet espace-temps comme un continuum avec un conflit qui représente un mouvement contre-révolutionnaire d'une violence inouïe. De la même manière, les groupes qui ont porté à l'échelle locale la mobilisation sont aujourd'hui investis dans l'entraide mutuelle et notamment dans les emergency rooms dont on entend beaucoup parler. Donc, pour revenir sur ce soulèvement, parce il explique aussi cette géographie de l'entraide, le soulèvement populaire, il naît dans les villes de province, ce qui est un phénomène inédit, avant de gagner Khartoum, qui va ensuite reprendre son rôle hégémonique, notamment dès le 6 avril et la mise en place du sit-in devant le QG des forces armées jusqu'à sa dispersion dans un massacre. Voilà, ce mouvement révolutionnaire, il va s'organiser autour de la SPA, la Sudanese Professional Association, et autour de cellules dormantes d'activistes qui, à l'échelle micro-locale, vont apparaître au grand jour sous le nom de comités de résistance lorsque le mouvement va prendre de l'ampleur. Ces comités de résistance vont avoir un rôle central dans la mobilisation à l'échelle micro-locale. Ils organisent les débats, les manifestations, la protection des quartiers, les barricades pendant plus de 4 ans, dans un contexte de très forte répression, notamment après le coup d'État d'octobre 2021 dont Marie a parlé, et la reprise en main d'Emiti et Burhan. Ces comités de résistance, ils vont être institutionnalisés pendant le gouvernement de transition et vont venir remplacer les comités populaires, véritables relais islamistes dans les quartiers, les villages, etc. En s'institutionnalisant, ils endossent un rôle moins politique et deviennent des comités de service et du changement. Ils participent alors à contrôler les prix dans les magasins, ils participent à la distribution de denrées rares, gaz, eau, auprès des populations qui manquent cruellement de ces denrées dans cette période, et ils sont chargés même d'effectuer les recensements à l'échelle du quartier pour la mise en place du programme de la Banque mondiale de soutien à la démocratisation. Ces comités de résistance vont, notamment à Khartoum, être dès les premiers jours du combat mobilisés pour aider les familles à sortir des quartiers les plus dangereux, à organiser les départs, à mettre en place des salles d'urgence, forts de leur expérience acquise au long de ces 4 années de lutte. Les comités de résistance des villes de province, eux aussi, vont dès le départ se mobiliser pour accueillir les réfugiés déplacés depuis Khartoum, avant que l'économie de guerre ne reprenne le dessus et que les prix des locations s'envolent. Mais cependant, l'engagement politique et les réseaux de militants de ces comités de résistance ne sont pas homogènes sur tout le territoire. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer très rapidement avec cette carte, qui décrit quelque chose d'un peu anecdotique, mais qui décrit les comités de résistance qui ont participé à nourrir le site resistancecommittee.com, qui va relayer des informations de 2021 à 2023. Donc cet exemple, il illustre que finalement, ces comités, ils ont une structuration qui est variable,
de ces groupes à toutes les échelles. Par exemple, il existe sur la carte en haut, on voit qu'il existe deux comités qui sont à l'échelle des provinces, des wilayas, celui de Khartoum et celui de la province du Nord, quand les autres sont plutôt centrés autour des villes. À Khartoum, où le maillage est beaucoup plus fort, hein, comme on le voit sur les cartes suivantes, eh bien finalement, la structuration de ces comités de résistance en coordination, par exemple, vous avez la carte du milieu en bas qui montre les coordinations de comités de résistance. On voit qu'elles ne sont pas les mêmes dans les trois villes, c'est-à-dire dans Omdurman, Khartoum Nord et Khartoum. En fait, l'idée, c'est de montrer que finalement, les comités de résistance avaient un déploiement qui était lui aussi très hétérogène et qui va encore être bousculé par le démarrage de la guerre. Et si on prend un exemple, par exemple, les quartiers centraux particulièrement touchés par les combats, eh bien, les comités de résistance des quartiers plus périphériques vont avoir à prendre le relais dès le démarrage de la guerre. Donc c'est cette diversité d'acteurs et de situations que Sarah va maintenant vous présenter, en complexifiant encore le discours, car il existe bien sûr toute une gamme, en fait, myriade d'acteurs et d'initiatives entre les comités de résistance dont on vient de parler et l'aide internationale dont on a parlé également. On peut penser par exemple à des ONG nationales qui étaient apparues dans les années 2010 comme Sadakat ou encore comme des groupes diasporiques très structurés comme la Sudanese American Physician Association. Donc voilà, on va regarder un peu cette diversité d'acteurs que va maintenant vous présenter Sarah. Hello, thank you, Elise. So the emergency response rooms are now widely recognized as the primary frontline humanitarian response to the war. But they existed way before it, formed from a revolutionary foundation, the resistance committees that Alice just talked about. These resistance committees, and of course, by extension, the emergency response rooms, are unsurprising products of a culture that is deeply communal and a society that has lived for too long in a very fragile political and economic context that meant that people really only had each other to rely on. And this can be seen in so many different facets of life, from collective efforts to deal with natural disasters, the development of villages and towns by their own people, all the way down to very small micro situations, like the way that neighbors come together in times of celebration or strife. But anyway, the first iteration of the emergency response rooms appeared in 2020 in response to the COVID-19 pandemic. Like I said, Sudan has existed in a very fragile context for a long time, and that includes an extremely fragile healthcare system. So the resistance committees created these emergency response rooms, which took on the massive role of educating the public, disinfecting neighborhoods, and even helping in the vaccination campaigns. If we go on to the next slide, you'll see that these are photos from a vaccination campaign organized by Al Ma'mura resistance committees in Khartoum in collaboration with the Ministry of Health. So these emergency response rooms were instrumental in keeping communities alive and healthy at the height of the pandemic. Next slide, please. So that was in 2020. With the outbreak of the war in 2023, these emergency response rooms were revived by the resistance committees, and they immediately took on a variety of roles, including mapping out evacuation routes and carrying out evacuations. I think Marie or Alice talked about this a little bit or touched on it. Particularly the evacuations were for foreign missions and NGOs. They've also treated the injured and provided live reporting on the rapidly developing situation. Because for the first few weeks of the war, the emergency response rooms and the resistance committees are really the only source of information on what was happening in the complete absence of any sort of media coverage. And this was especially important for Sudanese in the diaspora who were trying to evacuate their family members, relatives, and friends from these active conflict zones. As the war progressed and intensified, so did the burden on the volunteers of the ERRs. Within the first month, it became clear that
these response rooms had been left to shoulder the responsibility of the humanitarian response. So they followed the horizontal, decentralized model of the resistance committees, and were structured into subunits or teams, which with each team handling a specific aspect of the response. And volunteers were distributed among these teams based on their specific skill set. Now, the base of the emergency response rooms has always been the medical team we talked about just now, their inception in 2020. But other teams were created like procurement teams, shelter and kitchen management teams, etc. There's really a wide range of services that the emergency response rooms offer to the communities that they work in. And so the teams basically fit those needs. And the ERRs have also devised ways to coordinate with one another from neighborhood to neighborhoods and across cities, localities, states. And so now they have a network that spans really the entire country. If we go to the next slide, I just want to show you some of the activities, but also the people behind this incredible work. So on the left here, you have a volunteer with the Khartoum Emergency Response Room. His name is Mu'min. He's part of the procurement team, procures medicine for people in need. On the right, we have the late electrical engineer, Muhammad Fadl Idris. He is a volunteer who passed away in 2023 while working on restoring power to Southern Hospital in Al Fashir. So you can see that the activities of the emergency response room cover really a wide range of basic services, from healthcare and food to power and water services. They've negotiated the delivery of aid into blockaded areas. Female volunteers with these ERRs have headed up specialized units to tackle the needs of women and children and support victims of sexual violence, which unfortunately is one of the most tragic and pervasive aspects of this war. ERR teams have also taken on some of the public and environmental health challenges that this war has created. For example, the disposal of bodies, which they do in coordination and collaboration with the ICRC, I believe. If we go to the next slide, this shows sort of the range of activities, but also the range of ages, because the volunteers also span the gamut of ages and socioeconomic backgrounds, ethnic backgrounds. They are really a reflection of Sudanese society. On the left, you have an event that was organized by Bahri Emergency Response Rooms in Khartoum. This was a child-centered safe space activity for displaced children. And on the right, unfortunately, is an obituary mourning Al Fashir Emergency Response Room's youngest volunteer, 14-year-old Muhammad Mukhtar Ismail, who passed away this week from injuries he sustained following RSF shelling on his neighborhood last Monday. Muhammad's last act of service was distributing food to people in need just 2 days before the RSF bombed his neighborhood. If there's anything to take away from the structure and mode of operation of the emergency response rooms, it is that it is a deeply people-centered process. And the same can be said for the many other grassroots and volunteer initiatives that have kicked into gear during this war, from community kitchens to youth-led volunteer initiatives and even nonprofits. They're not just committed to the work, they're intimately aware of the needs of the moment because they are part of the same communities that they are serving and are living under the same circumstances as the people that they serve. There are many community kitchens, or what we call takaya in Sudan, that are run by emergency response rooms, but there are also many that fall outside of the ERR's purview. They've been set up by groups of residents, local initiatives, or diaspora individuals responding to the appeals of their native communities at home. If Alice would go to the next slide, thank you. These are two videos. If you just click on the video on the left, for example, it shows the work of
Al Fashir Community Kitchen, which is run by Mahieddin Shogar. It serves thousands of people every day. And as part of their work, they also secure or try to secure drinking water in a besieged city that has been suffering extreme food and water shortages for over a year now, and where the fighting has not stopped, and basic infrastructure has been deliberately and routinely targeted and destroyed. These meals, as you can see, are prepared thanks to the daily volunteers of the community kitchen, and this kitchen is largely funded by donations from the diaspora. If we go to the next slide, these kinds of initiatives are plenty and I mean innumerable, really. Here are two really great examples that I have come across of these kinds of community kitchen initiatives. The first is at Abbasiya Community Kitchen, which is unfortunately not pictured here. And the second is a Sururab Community Kitchen, which is in a Sururab, which is a town on the outskirts of Khartoum State. For Al Abbasiya Community Kitchen in Durman, they serve over 5,000 residents and displaced people. Fundraising for the kitchen is exclusively online with support from the diaspora and fundraising efforts across the diaspora. And at the moment, actually, Al Abbasiya Community Kitchen is struggling to stay open due to the lack of funds, but also due to power blackouts and extreme shortage of water that is plaguing the Durman area. The photos that you see here, though, are from a Sururab Community Kitchen. These photos are by photographer Mazin al-Rashid, who is also the face, for the lack of a better term, of this community kitchen. He was displaced from Khartoum to a Sururab, where I believe his extended family is from. And with the help of local volunteers, many of whom are displaced people themselves, the kitchen has been operating for over 340 days. They serve anyone in need. That means the local community as well as the thousands of displaced that have come in to Asururab over the last 2 years of war. Mazin has been documenting the work of Asururab Community Kitchen while also fundraising for the kitchen on social media. Beyond the regular callouts that he makes for donations, he has also been selling his photography work with all the proceeds from that going towards the kitchen. Alice, if you would go to the next slide. But to me, one of the most standout initiatives that have come out of this war is Saving a Janina, which is now known as Hope and Haven for Refugees. The Saving a Janina initiative started as a response to the mass displacement caused by the RSF's ethnic cleansing campaign in West Darfur. The organization was founded by Saadia Ali, who is a Sudanese woman in the diaspora, but the volunteers who run the day-to-day operations of the initiatives are the survivors of the same genocide as the people that they serve. They began with just basic services like food and medical care, and since then have grown impressively, exponentially. They've established a health clinic in Adre, which is the town where some 500,000 Sudanese refugees currently reside. They've created a safe space. In this video, you'll see the safe space for children with educational and leisure programs and activities for the kids. They've created a mental health program, mental health clinic to support victims of sexual violence. And they've even expanded their operations beyond Adre into Sudan, supporting a number of community kitchens in at least 4 states across Sudan. Their work is so impressive and really, like I said, people-centered. Now, some of Hope and Haven's programs are supported by large-scale organizations, but the rest is, again, funded through donations. And they fundraise just like everybody else on common platforms like PayPal and Chuffed, or they receive donations from diaspora initiatives. And speaking of the diaspora, thank you, Alice, for going to the next slide. One of the major ways that the diaspora has been contributing to the emergency response is through donations and fundraising. Beyond supporting their relatives in Sudan, Sudanese in diaspora are also supporting their larger communities as well as communities across the country. And this support takes on so many different forms, from small funds between friend and family groups, to targeted fundraising through events, to large-scale fundraising initiatives like Sudan Solidarity Collective, for example, which is a Canada-based group that supports emergency response rooms across the country. And then, of course, there are
fundraisers for individuals or families through platforms like GoFundMe, Chuffed, PayPal. And these are for a variety of purposes, from medical expenses to evacuation costs to education. It's become almost an established system of mutual aid, is now colloquially called hawjat, which are individual needs for a specific person or family. And these are usually powered by people in the diaspora who fundraise for a specific hawja or person or family. There are also, of course, clothing and medicine drives that are very common, particularly within diaspora communities in parts of the globe that are closer to Sudan, like the Middle East. But regardless of really the purpose or the scale of the fundraising, the diaspora's efforts are very closely tied to what's happening on the ground. And these connections are made at every level, from the activist level with emergency response rooms and initiatives on the ground, all the way down to the familial level. So, for example, I have a cousin who has formed a group, basically a monthly fund with her friends to support displaced women in Dongola, a town in northern Sudan, in buying sanitary products and pads for displaced women in need there. Um, Another great example of these connections is in the next slide. This is Barana Hanabnihu, which means we will build it ourselves. It's a youth volunteer initiative that was formed after the revolution in 2019. And they were doing community projects like the rehabilitation of schools and other centers. But when the war began, obviously, they pivoted their work to supporting community kitchens and distributing food baskets to people in need. And the photos here show the results of their food distribution project in East Darfur, which is a state that's been under RSF control really since the war began. They completed this project with support from two diaspora initiatives, Sudan Diaspora Network and Home Tax SD. But of course, with half the population in need of humanitarian aid and the international community's inability or unwillingness to live up to its commitment to Sudan, the burden is too much to bear on the diaspora, especially considering the fact that the war has been going on for 2 years and the vast majority are already carrying their families and communities at home. So it's been very difficult to sustain the flow of funds into Sudan. There have actually been so many challenges to the humanitarian response, both locally and internationally. Alice, if you would go to the next slide. On the local level, volunteers, especially those of the emergency response rooms, face a number of significant challenges that hinder their ability to perform their duties and even endanger their lives. Beyond the obvious that many of them are living and working in active conflict zones where insecurity is an everyday reality and freedom of movement is not a guarantee, there are many practical issues like access to essential supplies, for example. This might be because of the scarcity of those supplies, the lack of funds, or the blockades on the areas in which they operate. There's also the active targeting of volunteers by both the RSF and SAF, the Sudanese Army. They're exposed to, these volunteers are exposed to the possibility of being labeled or considered collaborators with one side or the other, leaving them at risk of abduction, arrest, detention, and even death. And because these volunteers are not considered humanitarian workers within the global context, they don't have access to any of the protections that international laws may provide to those service providers. And I put a heavy emphasis on the word may because international law has not really factored much in this war, unfortunately. But one of the challenges that I think goes a very long way, and goes often overlooked, is the physical and emotional toll that is carried by these volunteers. Too often, we talk about their work and consider them outside of the context in which they live and operate, but they are also victims of this war, and they're carrying the burden of being both victim and savior at the same time. So really, one can only imagine the toll that this has on their physical and mental health.
And of course, there's also the biggest challenge of all, which is the lack of funding. Not only because money is not coming in, but because sometimes money can't come in. I mean, in the absence of operating banks or cash currency, financial transactions have shifted to e-banking apps. Actually, it's just the one app, Bangkok. So access to money requires a charged phone, it requires an internet connection, neither of which are guaranteed in active conflict zones. And at the international level, the diaspora is facing many of the similar challenges. Lack of power in telecom means that people abroad can't access their families or the community kitchens and initiatives that they collaborate with and support. And of course, undeniably, the biggest challenge is in the funding. Fundraising for Sudan, to be completely honest, is excruciatingly difficult for a variety of reasons, including the global ignorance on the situation in Sudan, but also the global apathy towards conflict and suffering on the African continent. And even when funds are secured, transfer of those funds remains just as difficult. Economic sanctions, of course, Sudan is a sanctioned country, means that the country's banking system falls completely outside and is disconnected from the rest of the world, which means that diaspora initiatives have to go through an extremely convoluted process to get those funds into the country. And that involves intermediaries and, of course, access to a Bangkok account. Not only that, but sanctions have also had a direct impact on fundraising campaigns on platforms like GoFundMe and others. GoFundMe, for example, is the biggest perpetrator of this. They've repeatedly shut down Sudanese fundraisers and confiscated the funds that they've raised simply because those campaigns were labeled for Sudan. But despite the overwhelming challenges, Sudanese in Sudan and abroad persist. In many ways, Sudan has been invisible to the world for so much of its recent history. And over the last 2 years, Sudanese people have felt really largely abandoned by the world. But as a member of the diaspora, this abandonment has made many of us just even more steadfast in our efforts for Sudan. I mean, beyond our duty to our families, our friends, and our communities, we also, all of us, not just those of us in the diaspora, but I think the globe has a duty as human beings to contribute to and support the humanitarian effort. And as diaspora members, we are inspired and strengthened by the unwavering commitment of our brothers and sisters at home who are living in unspeakable conditions, but still risking life and limb to save one another, all the same at the same time. That's my time, and I will pass it over to Hind. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde. D'abord, je suis vraiment très ravie, très contente d'avoir cette opportunité, de me donner cette opportunité de parler, vous présenter l'association 1 euro et parler de nos objectifs, comment on travaille, de parler de la façon dont on travaille, même les difficultés qu'on rencontre et vous donner quelques exemples de ce qu'on fait vraiment sur le terrain. Alors, l'association 1 euro, c'est 1 euro pour les victimes de la guerre au Soudan, qui est enregistrée officiellement depuis le 24 juin de l'année dernière, et qu'elle a pour objectif de venir en aide pour les déplacés de la guerre. Donc, initialement et premièrement, en termes de biens de première nécessité. Et là, on parle de tout ce qui est vraiment eau et nourriture, parce que c'est les premiers besoins vraiment des déplacés aujourd'hui. Et ensuite, ça c'est dans une première phase. Et dans une deuxième phase, après la guerre, je l'espère bientôt, donc d'aider financièrement à la réhabilitation, enfin, financement de la réhabilitation dans les deux secteurs de la santé et de l'éducation. Ça, c'est nos objectifs en général. Troisième objectif, je dirais,
c'est qu'on a envie et donc de l'aide, que les aides qu'on apporte soient réparties dans toutes les régions du Soudan. C'est-à-dire, on ne va pas se concentrer dans une zone ou dans une ville ou une localité. On va, c'est-à-dire répartir les aides dans les différents États du Soudan. Ça, c'est ce qui concerne les objectifs. Après, qui est donc les donateurs principaux, je dirais. Donc, c'est la diaspora. Premièrement en France, parce qu'en fait, l'idée, quand ça a été lancé, nous, on s'est adressé d'abord aux Soudanais qui sont en France, mais petit à petit, le projet de 1 euro s'est étendu dans l'Europe et petit à petit, un peu partout, enfin, je l'espère, dans le monde entier. Voilà, de ce qui concerne les personnes qui sont concernées par la donation. Donc, effectivement, il y a d'autres donateurs de différentes origines, mais on dépend principalement de la diaspora soudanaise. Alors, comment on travaille dans l'association 1 euro? Donc, d'abord, en fait, j'ai lancé l'idée de l'initiative 1 euro, c'était en mai de l'année dernière. Alors, évidemment, je m'adressais en France, enfin, aux Soudanais en France, principalement, et en Europe. L'idée, c'était de pouvoir collecter 1 euro de chacun d'entre nous. Là, je parle quand je me suis adressée aux Soudanais par mois pour pouvoir l'envoyer aux nécessiteux au Soudan. Et enfin, on a appris qu'il y a quand même plus de 100 000 Soudanais rien qu'en France. Donc voilà, l'appel c'était si on arrive à collecter chacun d'entre nous 1 euro par mois, on arriverait quand même à collecter une bonne somme pour les victimes de la guerre au Soudan parce qu'ils sont vraiment dans le besoin. C'était comme ça que l'initiative a été lancée. Donc, cet appel, enfin, beaucoup qui ont répondu à cet appel. Euh, Premièrement, en France, donc il y a différentes villes, enfin, beaucoup de Soudanais dans différentes villes en France qui ont répondu à l'appel. Donc, ça a été décidé de désigner d'abord des correspondants dans les villes qui ont répondu à l'appel de ce projet de 1 euro, de collecter 1 euro par mois. Ensuite, donc, on commence petit, ça a été décidé de mettre des boîtes de tir-lire dans les différents magasins soudanais, dans les différentes villes qui ont répondu à l'appel. Et ensuite, de recevoir les dons via donc le compte bancaire de l'association ou via Bangkok. On a récemment en fait commencé aussi à organiser différents événements pour recevoir des dons, pour pouvoir collecter des dons, que ce soit des soirées caritatives ou enfin, tout ce qui est rassemblement, en fait, que ce soit des événements sportifs ou des événements culturels ou même sociaux, je dirais même dans les soirées privées. On arrive toujours voilà, à sensibiliser et pouvoir collecter les 1 euro des donateurs. C'est comme ça qu'on travaille et l'idée, ça a commencé comme ça. Après, bon, heureusement et dernièrement, on a eu beaucoup de personnes. Donc, enfin, le projet s'est étendu parce que la communication, on communique là-dessus et on a eu beaucoup de personnes, des Soudanais surtout, de différents pays qui se sont rejoints à nous. Dieu merci. Donc, les outils, il faut savoir que on est donc un groupe de personnes, donc bénévoles. Euh, on a appelé ça un groupe de gestion ou d'administration sur WhatsApp. On est presque 70 personnes. Donc, ce groupe qui est composé des correspondants, les correspondants qu'on a désignés dans les différentes villes en France et en Europe aujourd'hui, des coordinateurs, des chargés de communication et les responsables de la trésorerie.
et d'autres. Donc, on travaille tous ensemble dans ce groupe. Donc, déjà, pour choisir la destination, c'est sur une base d'un vote. Toutes les personnes présentes dans ce groupe ont le droit de voter. Et le choix déjà de la destination, déjà on suit les informations, on voit à peu près dans les réseaux sociaux tout ce qui se passe donc au Soudan, dans les différentes régions du Soudan. Et du coup, on vote. Et la destination ou la ville ou la localité qui est choisie au voter, euh, collectivement, on va vers cette destination-là. Et là, ça arrive le rôle des correspondants, enfin, plutôt des coordinateurs et les responsables financiers qui se mettent en contact, donc, avec, donc, les personnes sur le terrain. Donc, Sarah, elle a parlé des emergency rooms. Elle a parlé, donc, des emergency rooms et des TKaya aussi les cantines qui se passent, s'organisent sur place, ou les associations, etc. Donc, toutes les personnes, donc on a besoin euh, d'un corps qu'on puisse, avec qui contacter, avoir demandé un rapport détaillé sur le terrain. Les besoins réels de la localité qui a été votée ou choisie. Et il faut savoir aussi, c'est que quand on choisit une localité ou une zone, on reste un mois, c'est-à-dire 4 semaines, à envoyer de l'aide financière pendant 4 semaines. Et il faut savoir aussi que les aides financières, ils sont envoyées d'une façon hebdomadaire. Chaque semaine, il y a une étude sur le besoin ou les besoins des personnes sur place. Et puis après, bah, les responsables financiers, ils envoient les dons ou l'argent par le biais de l'application Bangkok. Et ainsi de suite. Donc, chaque semaine, on étudie on met à jour les besoins et le coût de la semaine et on envoie les aides financières. Et donc, toujours, ça consiste en l'aide surtout la nourriture et de l'eau. Ça nous est arrivé quand on a choisi une destination. Le rapport qu'on a eu, c'était des vêtements chauds, parce que c'était l'hiver. Il y avait quand même euh, ils avaient d'autres moyens d'avoir de l'aide par rapport à la nourriture, mais ils avaient vraiment besoin de vêtements. Donc voilà, c'est ce qu'on a envoyé pendant 2 semaines. Ils ont pu récupérer ils sont allés jusqu'au Tchad. Ça, c'était pour Koutoum. Ils sont allés jusqu'au Tchad pour acheter des vêtements chauds. Donc après, voilà, c'est vraiment, on regarde les besoins réels de chaque destination et de chaque semaine, on met à jour le rapport et les besoins. Après, nous, il y a quelque chose aussi qui est très important pour nous en tant qu'association. Dès le moment, donc, en fait, on collecte l'argent, donc tous les fins de mois, au début du mois. Donc, dès le moment où on ouvre nos boîtes de tirelire, où on rassemble les dons qu'on a collectés par les différents moyens, on filme, on commente et tout est commenté, documenté pour établir la confiance entre nous et les donateurs. Ça, pour nous, c'est très important. Et même au moment donc, où on envoie les sommes qu'on collecte via Banca, qu'on a les notifications, tout ça est documenté et mis sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook ou sur nos groupes WhatsApp ou TikTok ou autres. Donc, ensuite, on insiste aussi avec les emergency rooms ou les takaya avec qui on travaille, les associations, sur place, de nous filmer tout et documenter et donc commenter toutes les aides, donc étape par étape, quand ils reçoivent l'argent, lorsqu'ils préparent donc l'achat, quand ils préparent la cuisine pour la distribution, tout ça est bien documenté.
aussi pour une question de transparence et de question de crédibilité vis-à-vis des donateurs. C'est comme ça on travaille globalement. Je pourrais donner des exemples d'aide. Donc, jusqu'à maintenant, donc vraiment depuis juillet 2024 et jusqu'à aujourd'hui, on a pu quand même aller dans différentes zones de Soudan, à l'ouest, à l'est, au centre, hein, enfin un peu partout. Et je donnerai donc un exemple de la ville de Delenge, par exemple. Je ne sais pas, cette ville qui nous a beaucoup touchés parce que il s'est passé beaucoup de choses là-bas durant le mois où on est resté, avec travailler en collaboration avec une association qui s'appelle Life Makers. Et donc, c'est une association qui existe là-bas déjà depuis 2022, mais par faute de moyens, ils font pas grand-chose. Et pendant le mois où on est resté avec eux, on a pu faire vraiment beaucoup de choses, principalement donc distribuer de l'eau et de la nourriture. Mais les témoignages qu'on a eus de là-bas, c'était très touchant et le travail, c'était, voilà, par rapport à la crise qui est là-bas. Donc, voilà, il y avait beaucoup qui nous a touché les morts d'enfants par malnutrition sur cette zone-là. C'est vraiment très grave. Et, comme exemple, je pourrais parler d'Orman. D'Orman, on a travaillé avec l'Emergency Room de la ville ancienne d'Orman dernièrement. Aussi, un travail très propre, bien documenté, bien les rapports bien écrits, et que c'était un plaisir de travailler avec ces personnes-là. Un exemple de déplacés de Sinjar, donc on est allé vers l'Est cette fois-ci avec une association qui s'appelle White Hands. Aussi, c'est une association assez connue, qu'ils ont une grande page et qui aussi qui mettent toutes les aides qui ont effectuées en collaboration avec avec la diaspora un peu partout. Donc, on est allé à El Fachir. Sarah t'a parlé de Mahieddine Shogar. C'était notre toute première destination. Lorsqu'on a commencé en juillet 2024, la toute première destination, c'était le Tequila de El Fachir. On a eu le plaisir de travailler avec lui et voilà. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. C'est à peu près comment on travaille. Euh, donc, je dis qu'on a commencé petit et on est en train de petit à petit de se grandir. On a quelques difficultés, évidemment. Euh, il y a des zones, premièrement, il y a des zones qui sont inaccessibles. On a eu un exemple d'une zone où on a souhaité, donc tout le monde a voté pour cette destination-là, mais malheureusement, il y avait rien. Enfin, il y avait pas ni emergency rooms, il y avait rien. C'était des personnes, il y a pas d'accès. Et donc, c'est avec, voilà, un cœur brisé, on va dire, qu'on les a laissés attendre parce qu'il y a aucun, enfin, il y avait aucun moyen d'arriver jusqu'à chez eux. Mais il y a aussi euh, donc le fait le Soudan, donc les restrictions financières ou de transactions, à vrai dire, par rapport au Soudan, déjà dès le départ, pour en fait ouvrir un compte ici, notamment via Internet, c'était très compliqué parce que dès qu'ils voient le Soudan, ben en fait, ils refusent catégoriquement d'ouvrir un compte pour nous. Donc, on a réussi quand même d'ouvrir un compte ici en France. Et donc ça, c'était aussi un souci, même par rapport. Alors, on a commencé, comme tu as dit tout à l'heure, aussi Sarah, l'application GoFundMe. Et pareil, donc on a une moitié de la somme collectée, l'autre moitié a été bloquée, justement parce que voilà, ils ont compris que la destination, c'est le Soudan. Donc, vraiment, on est réduit. Donc, on est vraiment bloqué par rapport aux moyens de collecte d'argent. Voilà. Après, effectivement, donc notre collecte, non, on reste modeste. On reste modeste malgré le fait qu'on a vraiment aidé des milliers de personnes avec 1 euro, mais on reste modeste. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir collecter des fonds
parce que le besoin est vraiment, euh, voilà, il y a le besoin est là. Donc voilà ce que je dis. Donc maintenant, on a, malgré les difficultés, on a envie, donc il y a des projets pour essayer de trouver d'autres moyens de collecte d'argent et ou faciliter l'opération de collecte. Il y a une idée je dirais de ouvrir ou de faire un site internet. Alors on a les techniciens pour ça, je sais pas trop, mais je sais que ils ont l'idée de laisser, voilà, il y a un lien où tu peux cliquer, tu peux faciliter la donation direct, donc ça part directement dans la banque. Donc ça, c'est quelque chose. Après, bon voilà, il faut vraiment aller vers les organisations qui puissent nous aider euh, dans la collecte de dons. Donc voilà, malgré les difficultés, effectivement, on va continuer parce que le retour qu'on a, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer et de ne jamais s'arrêter malgré les difficultés, quelques difficultés, parce qu'on sait tous que la crise humanitaire, elle est sans précédent au Soudan. Et donc on voit, ils sont contents d'avoir voilà, des personnes qui pensent à eux et qu'on est là pour eux. Et rien que ça nous réchauffe le cœur et ça nous donne encore envie de continuer. Voilà, j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps et je vais m'arrêter là. Voilà, merci. Merci Inde, bonjour à tous. Je prends donc le relais. Je vais d'abord commencer par préciser que mon propos est basé sur une expérience de l'intervention humanitaire au Soudan qui s'est interrompue il y a environ un an, de sorte que probablement je ne serai pas exhaustif. Et les choses auront évolué depuis que j'ai cessé donc de travailler au Soudan, provisoirement probablement, en l'occurrence. S'agissant notamment de la collaboration entre les ONG internationales et les groupes d'entraide dont il est question ici. J'ai envie de dire que j'espère que les choses vont évoluer puisque, on va le voir, je vais beaucoup faire état des obstacles à la collaboration ou en tout cas, je vais faire allusion aux difficultés qu'on a rencontrées. D'abord, un petit rappel rapide, parce que déjà pas mal d'éléments ont été évoqués, mais un rappel de la situation dans laquelle se trouvent les ONG après le 15 avril 2003. C'est celle d'un cumul de difficultés opérationnelles un peu sans précédent, en tout cas pour moi ça l'était, en ce sens que chaque difficulté rencontrée, prise isolément, avait pu être rencontrée sur d'autres terrains. Mais cette combinaison-là, euh, quasiment jamais. Donc on a un contexte d'intervention très dégradé avec des besoins d'une ampleur presque sans précédent. Alice et Marie en ont parlé au début du propos. Enfin, on parle tout de suite, dans les premières semaines, de 8 millions de déplacés. On est à plus de 12 millions aujourd'hui, des populations qui ont perdu, outre leur logement, leur source de revenus, l'accès aux soins, l'accès à peu près tous les services de base, eau, éducation, etc. Les marchés sont évidemment absolument dysfonctionnels et il y a d'énormes problèmes de protection, comme on dit dans le jargon de manière un peu impropre. Je fais ici référence à des massacres de masse, des viols, enfin une situation absolument cauchemardesque. Une insécurité elle-même sans précédent, y compris au Soudan, bien qu'il s'agisse d'un pays très exposé aux conflits de longue date, mais sans précédent en ce sens qu'elle est généralisée à l'ensemble du pays. Il n'y a pas d'asile, il n'y a pas de havre où on peut se replier. Aucune région n'est épargnée. On a également une très forte désorganisation institutionnelle. Alors, Ali, je crois, a fait référence à la tutelle administrative exercée par la Humanitarian Aid Commission, le HAC, sur les ONG, qui n'est pas extrêmement bienveillante, mais elle a au moins ce mérite de maintenir un certain cadre qui aujourd'hui a totalement, en tout cas en 2023, explose totalement. Ce qui facilite pas des questions comme la gestion de la sécurité, y compris si ça n'apporte pas de garantie, avoir quelques interlocuteurs, c'est jamais inutile. Aujourd'hui, au Soudan, euh, on n'a pas d'interface institutionnelle, ou plutôt on en a deux qui sont également désorganisées.
Alice aussi a également parlé du caractère bicéphale des interventions aujourd'hui pour les organisations humanitaires, en tout cas celles qui veulent travailler à la fois à l'est ou à l'ouest, notamment au Darfour. On ne peut pas accéder aujourd'hui à l'ouest du pays en opérant depuis Port-Soudan. Il faut opérer depuis le Tchad. Donc on a de facto affaire à deux acteurs institutionnels, ce qui génère aussi son lot de difficultés supplémentaires, puisque l'un va voir d'un mauvais œil l'intervention qu'on va faire chez le voisin. Donc voilà, un cadre encore une fois assez dégradé et donc pas d'interlocuteur pour essayer tant bien que mal de mitiger la sécurité dégradée et de négocier l'accès, les choses étant évidemment très très liées. Dans ce contexte donc dégradé, on doit aussi faire face en tant qu'ONG à des capacités qui sont très très fortement amoindries puisqu'on on a dû évacuer l'intégralité du personnel international. Je pense que toutes les ONG l'ont fait, enfin, les exceptions devront être extrêmement rares. Et on est donc dans ce qu'on appelle du suivi à distance, du remote control, enfin en tout cas un suivi des activités depuis l'extérieur. Le personnel national lui-même a été massivement déplacé. Alors, certains réfugiés dans les pays voisins, d'autres déplacés internes, exactement à l'instar de ce que l'ensemble de la population a pu faire. C'est également le cas du personnel de nos partenaires. Les bureaux ont été mis à sac, pillés, les biens volés, la documentation bon, à l'avenant. On a également perdu l'accès aux comptes bancaires avec des sommes assez intéressantes en jeu. Et indépendamment des sommes en jeu, on a perdu la possibilité d'opérer à des transferts d'argent. Les communications sont elles-mêmes extrêmement erratiques. Euh, Quelques WhatsApp à droite à gauche, mais enfin le téléphone est dysfonctionnel, l'Internet également, en tout cas très erratique. Donc on est dans un contexte, encore une fois, qui montre un cumul de difficultés rarement atteint ailleurs. Dans un contexte tel que celui que je viens de rapidement décrire, les emergency rooms ou TAKIA, enfin les groupes d'entraide dont on parle, représentent en théorie des opportunités de collaboration plutôt opportunes pour les ONG internationales, puisqu'elles sont potentiellement un palliatif à la perte d'accès, même si, ça a été dit par Alice, le maillage territorial des emergency rooms est inégal et qu'il est beaucoup plus soutenu à l'est et notamment à Khartoum qu'il ne l'est au Darfour. Malgré tout, il y a bah, des opportunités pour pallier la perte de capacité des ONG internationales. On parle aussi de groupes qui ont donc des capacités déjà mobilisées, euh, prêtes à l'action et qui sont organisées pour immédiatement offrir des services de proximité. Enfin, on parle aussi, et je veux le souligner, d'un modèle qui n'est pas complètement nouveau dans la perspective d'une ONG internationale ou indépendamment des ONG, on va dire de l'aide humanitaire en général. Euh, Ce type de collaboration avec des acteurs de type communautaire, y compris peu formalisé, n'est donc pas complètement nouveau. Il fait même l'objet de programmes spécifiques euh, de certains bailleurs de fonds. Et surtout, il y a une volonté depuis déjà pas mal d'années, une volonté affichée en tout cas, du secteur humanitaire de localiser l'aide, d'aucun dirait de la décoloniser, c'est-à-dire, et je fais ici court, partant du principe que la plupart des assistants de l'assistance saura de quoi je parle, l'idée de la localisation, donc très brièvement, c'est de donner une place plus importante, sinon centrale, aux organisations nationales et locales dans l'organisation de l'aide. Donc il y a une volonté de localisation qui, en théorie, devrait être favorable à l'établissement de liens avec des organisations citoyennes, communautaires, peu importe comment on les appelle. Pourtant, la formalisation de relations, on va le voir, et alors a fortiori de collaboration, va tarder à s'établir. Encore une fois, en tout cas, les 12 premiers mois au moins. Euh, il y a des obstacles à cette collaboration qui sont tantôt conjoncturels, tantôt structurels, au rang des aspects plutôt conjoncturels. Je parlerai d'abord du fait que les ONG internationales font face en 2023 hein, à des priorités liées à leur propre situation.
D'abord, il est question de travailler au maintien, en tout cas au rétablissement, autant que possible, des capacités propres de l'organisation. Je l'ai dit, les personnels sont eux-mêmes victimes du conflit, déplacés, réfugiés, et font face à des besoins aussi urgents. Donc, on a une responsabilité au début de la crise qui est double. D'une part, il s'agit d'assister nos personnels, euh, très clairement, simplement même en garantissant le versement de leur salaire, ce qui déjà en soi ne va pas, n'est pas extrêmement simple, mais également donc, de les assister, de leur permettre de redevenir eux-mêmes opérationnels pour permettre à l'organisation elle-même d'assister les populations, des populations en tout cas, via une reprise de son activité. Donc j'ai fait référence, il a fallu pas mal d'efforts et d'inventivité. Inde a prononcé le mot de Bancac, c'est une application mobile qui permet d'opérer des paiements, qui a plutôt été conçue pour des paiements de tiers à tiers, d'individu à individu, et absolument pas pour du business ou pour faciliter l'action des ONG. Donc ça a été très très chronophage et ça a mobilisé beaucoup de notre énergie. Je parle là du paiement des salaires, mais pour les quelques activités qu'on a réussi à maintenir euh, au début de la crise, qui nécessitaient elles aussi que les paiements soient effectués, il a aussi fallu recourir à des expédients un peu complexes et, j'y reviendrai plus tard, souvent très peu conformes avec l'orthodoxie de gestion qui nous est imposée par le cadre formel dans lequel évolue aujourd'hui l'aide humanitaire. Par ailleurs, au rang des priorités des ONG en avril 2023, il y a aussi celle qui consiste à mener à bien des projets. Alors, sinon, dans les termes dans lesquels ils avaient été posés initialement, en tout cas, on va parler de mener à bien des contrats de financement qu'il fallait requalifier. Donc, il s'agit d'amender des contrats. Euh, on est dans des choses qui sont toujours possibles, mais qui ont quand même un champ relativement limité. Euh, En particulier quand il s'agit des zones ciblées, euh, ça peut être un petit peu aventureux de shifter du Darfour à Khartoum. Donc on est plutôt enclin à rester sur les zones dans lesquelles on est déjà active. Alice l'a dit, euh, c'est plutôt marginalement Khartoum et plutôt, pour parler des ONG en général, le Darfour, voire plus marginalement Guédaref ou le Kordofan. Donc, comme on l'a vu, il y a peu d'acteurs, de ces nouveaux acteurs dont on parle ici au Darfour. Il y a une explication au peu de collaboration qu'il y a pu avoir initialement. D'autant que je reviens à la notion de changement des zones cibles. Ça a aussi des implications lorsqu'on veut, si on avait toutefois ambitionné de cibler Khartoum du jour au lendemain, ça aurait requis un affichage de maîtrise des besoins qu'on n'avait pas. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire il y a des besoins à Khartoum, allons-y pour réussir à mobiliser les financements. On doit en passer par des analyses du contexte un peu plus fouillées qui étaient relativement peu compatibles avec des amendements qui intègrent les zones d'intervention des emergency rooms ou TAQIA dans nos programmes. Enfin, il y a aussi quelque chose, une question qu'on s'est posée, alors peut-être à tort, mais qui a trait à la nature des interventions et à l'échelle des interventions. Encore une fois, c'est peut-être une perception qui est un peu erronée, mais les emergency rooms, c'est vraiment des... Alors, c'est pas un défaut en l'occurrence, mais on parle d'actions vraiment de proximité, voire de voisinage, un peu à petite échelle, là où les ONG internationales vont en général tendre à mettre en place plutôt des systèmes que soutenir de l'aide ponctuelle. Mais encore une fois, il y a peut-être une insuffisance de documentation, puisqu'au travers des exemples donnés par Inde ou par Sarah, on peut voir qu'il y a eu des choses finalement plus structurées que ce qu'on pouvait envisager initialement. Dans tous les cas, on a des priorités, des choses à gérer qui ne sont pas extrêmement favorables à l'établissement de relations avec des nouveaux acteurs, sachant que, et c'est une deuxième contrainte qu'on a rencontrée, on n'avait pas de relation antérieure avec ces acteurs-là. Euh, bah, D'abord parce qu'il ne s'agissait pas d'acteurs humanitaires, hein. La genèse de ces groupes a été évoquée aussi par Alice et Marie. On parle de groupes qui sont très très marginalement humanitaires avant la guerre.
Et on parle aussi d'un pays qui est frappé par des besoins humanitaires partout. Donc il est logique dans ce contexte-là que ces groupes soient pas vus comme des partenaires privilégiés par les ONG. Alors, elles sont d'autant moins qu'elles ont aussi, et ça a été dit là également, au départ, des affiliations politiques, alors politiques en tout cas en tant que s'opposant au régime et revendiquant plus de liberté, etc. Malgré tout, il s'agit d'une affiliation politique qui n'est pas extrêmement compatible non plus avec la collaboration dans un contexte où, et là encore, ça a été dit, les ONG sont soumises à un contrôle assez peu bienveillant et étroit du RAC déjà mentionné, qui n'est pas extrêmement compatible avec l'établissement de relations avec des groupes vus comme extrêmement politisés. Voilà, par ailleurs, elles n'ont pas de statut légal. Donc, si on avait pu, dans tel ou tel cas, cacher l'affiliation politique de ces groupes, il y a une interdiction formelle qui est faite de collaborer trop formellement avec des groupes qui eux-mêmes ne sont pas formalisés. Donc, voilà. Sachant qu'il n'y a pas eu de relation ancienne, il faut du temps pour figurer comment on va pouvoir établir des liens avec ces organisations. Enfin, je rappelle aussi que on parle dans le cas des emergency rooms, de groupes qui font l'objet de certaines persécutions. Hein, il y a eu régulièrement des descentes, des arrestations, des tabassages. Établir une relation, quand bien même on aurait accepté d'en prendre le risque et de courir le risque nous-mêmes d'être exclus, hein, puisque c'est des choses que les autorités soudanaises peuvent faire lorsque vous faites des choses qui ne leur plaisent pas. Il y avait le risque d'exposer les individus des emergency rooms, à qui on aurait pu reprocher leur collaboration avec une ONG internationale, ou les personnes relais entre nous, ONG internationales, et les emergency rooms, qui dans la plupart des cas étaient des personnels euh, qui avaient à titre privé des liens avec ces organisations. Donc il y a un risque en tout cas euh, qui était à prendre en compte évidemment. Bon, le dernier obstacle est probablement l'essentiel parce que plus structurel. Donc, le dernier obstacle à la collaboration entre ONG internationales et ces nouveaux groupes d'entraide est lié à l'environnement formel de l'aide humanitaire. On n'est plus, il y a eu un âge d'or de l'humanitaire où les choses étaient assez simples. Il y avait un groupe de gens, en général du Nord, plein de bonne volonté, qui étaient capables de mobiliser les moyens et qui avaient envie d'aider des gens qui traversaient des difficultés plus ou moins ponctuelles. On n'est plus du tout dans ce modèle simple, mais au contraire dans un modèle qui s'est complexifié, au prétexte d'une professionnalisation qui était certainement nécessaire à certains égards. Je fais d'ailleurs ici, je le rappelle dans le propos de Hind, euh, Hind, tu t'es attaché à montrer que les choses étaient cadrées, vérifiées et qu'on donnait des gages de l'utilisation faite par les fonds aux donateurs, fussent-ils privés. Donc voilà, la professionnalisation du contexte du secteur humanitaire a aussi trait à ces choses-là. Elle a cependant pris des proportions assez importantes et aujourd'hui caractérise à peu près chaque étape des projets, qu'il s'agisse des dimensions administratives, embauche, passation de marché, gestion financière, budgétaire, bon, ou même d'aspects plus programmatiques. On parle de standards, on parle de questions transversales, la prise en compte de l'environnement, du genre, etc., etc. Tout un tas d'éléments qui constituent un ensemble de normes, de procédures, de normes dont le non-respect entraîne l'inéligibilité de dépenses, donc de programmes, d'activités, qui ultimement entraîne la perte d'argent pour une organisation et son invalidation, que ce soit parce qu'elle serait euh, mal vue, de par sa non-adéquation aux normes par les bailleurs de fonds, ou parce que simplement elle se trouverait à avoir à rembourser des sommes considérables qui la mettraient simplement en situation de faillite. J'insiste sur ce risque en précisant que c'est pas juste un risque qu'on prend en compte au cas où, mais qu'au contraire, on est aujourd'hui, les ONG sont aujourd'hui auditées pour à peu près l'intégralité de leur programme, avec des audits plus ou moins à charge. Donc, on est aujourd'hui dans ce paradoxe que, alors même qu'on pousse à la localisation de l'aide dont je parlais plus tôt, on a en fait érigé des obstacles à cette localisation, puisque ces normes, standards et procédures dont je parle
euh, ont été progressivement assimilées par les ONG internationales, avec beaucoup d'efforts requis, hein, et d'efforts encore maintenus. Mais elles l'ont été malgré tout. L'assimilation s'est faite de manière progressive. Aujourd'hui, elle s'impose pour tout nouvel acteur de manière brutale, sans que l'acteur en question ait le temps de les digérer. Par ailleurs, s'agissant des acteurs du Sud, on parle aussi de normes qui réfèrent quand même à un héritage culturel un peu différent, hein, potentiellement en tout cas. Et puis, ça a un coût. C'est du personnel dédié à chaque fois. Ça a un coût qui est en général peu compatible avec les moyens d'une ONG nationale. Donc, dans ce contexte, il y a des risques qui sont très importants liés au partenariat en général, puisque la redevabilité des ONG, elle s'applique non seulement à leurs activités, mais aussi aux activités qu'elles soutiennent, donc les activités de leurs partenaires. Donc, contractualiser des organisations nationales ou locales représente un risque pour une ONG nationale ou locale. Donc, s'agissant de groupes plus spontanés, ce risque est évidemment encore démultiplié elles ont une vision de ce corpus de règles encore plus parcellaire que celle que peuvent avoir nos partenaires nationaux. Voilà, donc on a aussi quelque chose qui a trait à la perte d'accès. Alors, je l'ai dit, on a avec les emergency rooms la possibilité de pallier cette absence, cette perte d'accès. En même temps, on a une difficulté fondatrice qui est celle de pouvoir rendre compte de ce qui est fait. Et on ne peut pas le faire via un accès par nous-mêmes, de sorte que à la fois les emergency rooms sont un moyen de pallier l'accès, mais cette absence d'accès vient aussi comme un obstacle à la collaboration. Paradoxe, un nouveau paradoxe. Donc, pour en arriver concrètement à la manière dont on a réussi finalement à procéder pour engager une collaboration donc avec ces nouveaux groupes de l'aide, il a fallu être à la fois prudent et inventif. Même si certaines ONG internationales un peu riches ont pu rentrer assez tôt en relation parce que disposant de moyens propres, c'est-à-dire qu'elles vont engager des fonds propres qui ne sont pas soumis au même contrôle que ceux que j'évoquais précédemment. Pour des ONG moins riches, comme celle avec laquelle je travaillais, il a fallu donc faire preuve d'inventivité et trouver des modèles et les faire valider par les bailleurs. In fine, on a fait valider donc ces nouveaux acteurs de l'aide au titre non pas de partenaires d'exécution, comme on dit, mais de bénéficiaires des projets. Donc, ce qui a permis de contourner certains obstacles administratifs, mais en même temps a mécaniquement entraîné une limitation assez importante de l'engagement des fonds finalement. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait ici trouvé réellement une solution. Par ailleurs, celles des emergency rooms ou taquillas qu'on a contractées sont celles qui ont eu une certaine capacité à produire des documents finalement formels, même si simplifiés. Euh, donc, quelque part, fait un geste ou exprimer une forme de volonté, en tout cas une forme d'acceptation du modèle un peu classique d'une ONG. Ce qui pose la Yvan, question de savoir, pardon, Yvan, je vais devoir te demander j'ai de j'ai boucler été trop assez long. vite le sujet. Ouais, J'en termine, assez. Ok, j'en termine, merci. j'en termine. Ce qui pose la question de savoir si on parle vraiment de nouveaux acteurs de l'aide ou si finalement on parle de modalités nouvelles d'émergence d'acteurs qui ont vocation en fait à s'intégrer au cadre formel existant. Une question se pose, c'est de savoir si, à défaut de s'intégrer à ce cadre formel et de s'ONGiser, la collaboration avec ces nouveaux groupes d'aide, la collaboration qui aura pu être entamée, continuera une fois que l'accès aura été recouvré par les ONG. Donc, puisqu'il faut que j'en termine, j'y étais proche. Deux questions. Est-ce que l'ONGisation est évitable, sachant que des groupes d'entraide spontanée n'ont pas vocation à durer, ou sinon ils cessent d'être spontanés et qu'on sait aussi d'expérience que dès qu'on introduit de l'argent, à terme, se pose la question de salaire, etc., donc d'une forme de formalisation.
Donc, si l'ONGisation est inévitable, à quel modèle d'ONG doit-on se référer? Quelles évolutions y apporter pour le rendre plus intégrant ou inclusif? Donc, c'est une question qui finalement se rapporte à la question plus globale de la localisation. Et enfin, quelle place les acteurs institutionnels de l'aide sont-ils capables de faire aux mécanismes d'entraide ou mécanismes d'aide alternatifs pour les intégrer à la réponse tels qu'ils sont? Et ici se pose la question de qui prend le risque, si toutefois le risque demeure. Voilà, je m'en termine. Désolé si j'ai débordé un petit peu. Pas de souci, Yvan. Merci beaucoup. Alice, Marie, je vous laisse conclure. L'idée, c'est d'avoir un peu de temps ensuite pour répondre aux questions. Oui, bah, je pense que ça fait des bonnes questions pour la discussion. Donc, juste très rapidement, je pense que la présentation, elle a montré que le cas soudanais, il était exemplaire, en fait, pour analyser, en fait, ces interfaces entre différents acteurs de l'aide en période de guerre, que l'isolement du pays et la géographie contrastée de ces groupes d'aide et d'entraide génèrent un certain nombre de questions. On voit des réseaux, enfin, il y a l'isolement du pays qui en fait un cas intéressant. Et puis, on voit aussi que ces réseaux se structurent et évoluent dans la durée, à la fois les réseaux diaspora et entraide in situ. On a vu plusieurs exemples, mais aussi des réseaux entre les ONG internationales et ces acteurs dits alternatifs, et voir quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais il y a aussi un certain nombre de groupes d'entraide interpays, c'est-à-dire qu'on voit apparaître, Sarah l'a pas mentionné, mais des groupes d'entraide, par exemple, sur le cas du Soudan, Gaza, Congo, qui viennent alimenter tout un discours autour de ces nouveaux acteurs de l'aide, entre guillemets. Donc voilà, la présentation, ben, je souhaite qu'elle soit un appel à soutenir toute forme de soutien aux Soudanais et aux Soudanaises, et puis aussi à explorer ce champ de recherche qui est encore assez peu étudié. Voilà, j'en finis là. Je remercie tout le monde. Je vous mets quelques références si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là sur le Soudan. Je vous les remettrai. Et puis, je vous ai aussi concocté l'accès à la page de Sarah sur Instagram et au compte Facebook de Indelta Hair pour suivre les actions de l'association 1 euro pour le Soudan. Je vous remercie. Merci Alice, merci à toutes et à Yvan pour ces interventions extrêmement riches, intéressantes. Donc, comme indiqué, l'espace de questions se trouve en bas des écrans dans un cadre où 4 questions sont déjà posées avec un point d'interrogation. Je vous invite à les mettre par écrit et je me ferai votre voix au maximum. Alors, je vais peut-être prendre une question. Djibril a proposé plusieurs questions. Je vais peut-être prendre la 2, qui est au regard des difficultés à collecter des fonds, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour plaider auprès des bailleurs de fonds en faveur des populations vulnérables du Soudan? Alors, je ne sais pas si c'est Yvan, Alice qui vont répondre, par exemple. Moi, je peux peut-être dire un mot. La manière dont je comprends la question, c'est plutôt la collecte de fonds par les emergency rooms elles-mêmes ou les gens qui les soutiennent directement. Mhm. Bon, en tant qu'ONG internationale, on a une relation avec les bailleurs de fonds de type un peu classique et rien de spécifique au Soudan. Juste mentionner qu'il y a eu quand même pas mal de conférences, de forums organisés euh, pendant lesquels les emergency rooms ont eu ont été célébrés hein, comme des initiatives extrêmement louables, applaudi, debout. Voilà, moi, mon commentaire, c'est que j'ai assisté à une conférence de cette nature-là au Caire. Ça n'a pas abouti pour autant à plus de flexibilité faite aux ONG pour pouvoir contracter ces groupes. Voilà. Euh, une autre question de Wael Maki, pardon. Est-il possible d'intégrer des groupes de coordination humanitaire au Soudan à distance? Genre Same Protection, éducation, WASH. Allô? Enfin, oui, enfin, intégrer les groupes de coordination au Soudan implique d'être investi
en tant qu'acteur de l'aide, d'une forme ou une autre, du Soudan, de l'aide au Soudan. Mais Mhm. comme je l'ai dit, bon, maintenant les ONG sont quand même massivement revenus, y compris physiquement au Soudan, mais il y a encore tout un tas de personnel qui opère depuis l'étranger. Donc, si toutefois vous avez une activité au Soudan, oui, il est possible d'intégrer ces groupes de coordination. Donc, n'hésitez pas hein, à compléter les questions dans le Q&A en bas, le cadre d'interrogation, en anglais ou en français. Euh, S'il y a des éléments que vous aimeriez préciser. J'entends Je pense que quelques... Oui, non, Véro. c'est Véronique. Je pense que la question de Djibril sur les défis rencontrés, sur la mobilisation, l'encadrement des volontaires et des bénévoles, je pense que c'est une question très intéressante qui s'adresse plutôt à Sarah et Inde, parce que c'est un enjeu enfin, qu'on a vu aussi dans d'autres contextes, dans nos études de cas. Et du coup, je ne sais pas si l'une ou l'autre veulent répondre hein, sur oui, l'encadrement, la mobilisation des volontaires, l'encadrement. Alors, c'est plutôt une question qui se pose à l'autre bout de la chaîne, mais si vous avez au niveau très opérationnel, hein, sur le terrain, pour la fourniture, la préparation des repas, la fourniture des biens, des services, mais si vous avez des éléments de réponse, c'est intéressant. I'll take that first if Hind doesn't have anything to add, but I'll just say that from my communication with various activists, emergency response rooms, initiatives that are working on the ground, there is no shortage of volunteers. I think people recognize that nobody's coming to save them and that they are forced to save themselves. And so that has just mobilized communities to come together and do the work themselves. So I've never come across any sort of even a call out for volunteers. That has not never been the case because I think people are just ready to do the work. I mean, even in the example I gave of a Sururab community kitchen, Mazen Rashid constantly talks about how displaced people, even newly displaced people, will immediately come and pitch into the work of the community kitchen or whatever else that needs to be done in the community to support themselves and the community at large. So that has never really been an issue. I think in the Sudanese context, like I said before, we're so used to doing things ourselves because of a lack of institutional structural structures or a state, a government that is working for the people that this goes without saying. Merci beaucoup, Sarah. Et moi, j'avais une question complémentaire que j'ai pas pu poser parce que j'ai pas accès aux questions. Je me permets du coup de prendre la parole. Et c'est une question aussi pour toi, Sarah. En fait, dans l'aide internationale, ce qui a été vu comme plus efficace et du coup la pratique générale, c'est plutôt de distribuer des biens, par exemple de la farine, de l'huile, pour que les gens ensuite puissent cuisiner chez eux. Je comprends que les community kitchen, du coup, c'est on prépare la nourriture ensemble et je voulais savoir s'il y avait du coup voilà, quelle était l'origine de cette différence? Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel et est-ce qu'il y a quelque chose de social qui explique pourquoi effectivement on a des approches différentes en termes là de distribution alimentaire? Yeah, I think definitely there's a social or cultural context to it. I mean, Sudan is used to doing things in community. People are used to doing things in community. I mentioned earlier in my presentation that even when it comes to like weddings, for example, or funerals, those are those ceremonies and also the aftermath of that is all done in community. People are rarely doing things individually or as you know family units. It's usually the neighborhood coming together to support the family in times of celebration or times of sadness. And so here we're seeing the same thing, but I think also
the context of the war has forced things to look in this way. So the mass displacement of people from their homes, people are now living in shelters that are not really shelters. They're living in other people's homes, that have made room for displaced people. They are living in schools, in mosques, in dormitories that have been repurposed to house displaced people. So you can't really, in this context, deal with things on individual family basis. Although there is that sort of intervention exists as well. There are, like we saw earlier, Barana Hanamni, who does food distribution baskets to families. And those families might be displaced families, but they also might be people who are locals, natives of that neighborhood or that city that have been affected by the war, that have lost their source of income, that have been um, devastated by the war and therefore need that help. So, those individual interventions exist, but by and large, things are done in a communal setting because of the upheaval that people have experienced and the mass displacement that people have experienced within their cities and outside of them as well. So I think that's sort of the context that allows for things to look the way they do on the ground. Merci Sarah. Moi, je voudrais avoir une petite une précision justement sur est-ce que les emergency rooms ou les taquillas sont quand même principalement organisés par des personnes du lieu, originaires du lieu, ou est-ce que quand une population se déplace, elle a la capacité de se réorganiser pour remettre en place un emergency rooms ou une cantine? Comment, qu'est-ce qui allume ce feu-là à ce moment-là? Yeah, I think it's both. Uh, by and large, especially the emergency response rooms, because they are structures that are already in place, those are run or headed by locals of that community. But of course, those people, those volunteers, end up serving the wider community, not just the locals, but also the displaced people who have come into those communities. And those displaced people end up joining as volunteers of the emergency response rooms in the areas that they've been displaced to. But there are also, for example, Hope and Haven for refugees, in the aftermath of the Wad Nora massacre in Jazeera State. I think some 200 people were killed by the RSF there, and there was mass displacement from Wad Nora to neighboring states and also other areas of Jazeera. Hope and Haven for refugees, their intervention was to set up community kitchens to support specifically those displaced people. And though the organization of it is coming from outside, being that Hope and Haven for refugees, their team, I guess, or their founding team is abroad, what ends up happening on the ground is that the displaced people take on the labor of those community kitchens, and they are, of course, supported by whoever is local to the community who happens to be there. So I think it's a combination of both. Merci Sarah. J'ai une question de Malik Ayari qui dit, est-ce qu'une éventuelle ONGisation des emergency rooms peut être aussi une opportunité en vue d'une possible phase post-conflit et qui rendrait les acteurs locaux plus forts et épargnerait peut-être un nouveau déploiement massif d'ONG? Donc, est-ce que ça pourrait être une solution alternative, voilà. Donc, qui répond? Je peux m'y risquer. Hello Malik. Euh, oui, en ce sens que on parle de mobilisation communautaire de grande ampleur, ce qui est toujours propice au temps de relèvement. Euh, bon, après, il y a déjà des ONG au Soudan, donc des ONG nationales, je veux dire. Je suis pas sûr que ça amène quelque chose de forcément nouveau.
ça amène des ressources supplémentaires, mais d'un point de vue typologique, est-ce que c'est réellement nouveau si toutefois on accepte comme un peu inéluctable qu'il y ait une forme d'ONGisation? Euh, bon, voilà. Oui et non, je dirais. Il restera toujours la question de qui prend le risque euh, de financer ces groupes entre ONG et bailleurs. Tant qu'on n'aura pas revu le modèle des ONG, de l'ONG, et qu'on n'aura pas revu un peu, flexibiliser un peu le cadre dans lequel on opère aujourd'hui, je suis pas sûr que ça amène plus qu'une multiplication des capacités, ce qui est déjà important, hein. Après, je pense, mais je sais pas ce qu'en penserait Inde et Sarah. C'est pas un gros mot, hein, de se rapprocher du modèle des ONG. Il se trouve qu'au Soudan, devenir une ONG, c'est tomber sous le contrôle du hack, hein. Alors même que la genèse de ces groupes d'entraide, elle se veut contre le régime, et le hack incarne le régime. Donc c'est beaucoup ça qui, je pense, pourrait éventuellement rebuter ces groupes d'entraide. Euh, mais sinon, je crois pas qu'il y ait d'animosité en général vis-à-vis de l'ONG au sens large. Over pour moi. Merci Yvan. Véronique, je vois que tu as une question. Non, c'était en complément, enfin, pour participer à la réflexion, donc sans être du tout une spécialiste du Soudan. Mais c'est vrai que sur les autres études de cas qu'on étudie, donc effectivement, ce qu'on constate, c'est cette émergence spontanée de mouvements d'entraide en temps de crise et, et dans le temps, quand la crise ne dure pas autant que sur le cas du Soudan. Il y a souvent un essoufflement de la réponse du coup citoyenne au bout d'un moment, mais il y a quand même dans plusieurs des études de cas qu'on a eues certaines organisations qui trouvent qui s'auto-saisissent et qui se mobilisent pour perdurer et qui du coup se structurent, etc. Sans que ça soit forcément du coup une perte d'identité, c'est une transformation de l'identité qui passe de l'informel à quelque chose de plus formel qui du coup va structurer des processus, un mandat, etc. Et mais je trouve que la question est très intéressante et ce que je pense que ce que voulait dire Yvan, c'est que ça peut aussi, si on n'y prend pas garde et que du coup on instrumentalise des mouvements d'entraide spontanée, on peut aussi dénaturer la réalité sociale initiale, etc. Et donc je pense que dans le terme que tu utilisais de ONGisation, il y avait une connotation peut-être aussi un peu négative dans le sens où voilà, il y a des risques d'instrumentalisation et qu'il faut se méfier effectivement de pas du coup euh, transformer l'initiative de départ en du coup un instrument au service du coup d'une action qui est pilotée par ailleurs. Mais voilà, je pense que le sujet est très pertinent et la question. If I Sarah. could just add, sorry, very quickly, I just think that transforming them into sort of an NGO model in many ways would affect the flexibility of the emergency response rooms that they currently enjoy. I think they work outside of the traditional system of NGO or development work. And so they're able to access communities in a much different way, in a much more effective way. They are not held back by, like I said, the traditional structures or the government. They work outside of any of those purviews. So in that sense, they have a major advantage that maybe registered organizations or international NGOs even don't have. And so to then make them or chain them to those structures and those requirements would do their work a great disservice, especially at such a vulnerable and fragile time. Merci Sarah. Nous arrivons au terme. Je ne sais pas si parmi notre panel, quelqu'un veut ajouter quelque chose. Je crois que non.
En tous les cas, un très grand merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le Soudan qui était pour le groupe URD et pour, je pense que vous l'aurez compris, beaucoup d'autres raisons au-delà de ça était une occasion de parler de ce dont on ne parle pas assez, à savoir le Soudan. Donc merci de nous avoir rejoints. Ce webinaire est enregistré. Il est enregistré en anglais, en français, donc surtout sur les interventions de Sarah. Et puis voilà, donc on espère qu'on aura apporté un peu de connaissances et puis que ceci permettra de soutenir INT et Sarah et toutes les autres organisations qui travaillent aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup. Et bah, rendez-vous donc le 20 mai pour le prochain webinaire sur les politiques publiques et les actions citoyennes. Voilà, ça sera de 14 à 16 heures. Merci beaucoup Merci et au beaucoup. revoir.